Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Faire Nation, l'émission qui interroge ce qui nous relie et ce qui parfois nous sépare. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement qui a marqué l'histoire contemporaine, le 11 septembre 2001. Près d'un quart de siècle après, ces images demeurent gravées dans nos mémoires, mais au-delà du choc et de la douleur, le 11 septembre a ouvert un nouveau chapitre, celui d'un monde plus vulnérable, plus méfiant, parfois plus divisé. Cet événement a bouleversé les équilibres politiques, les représentations de la sécurité et même la manière dont les nations se perçoivent elles-mêmes. Comment, depuis ce jour, penser la mémoire du 11 septembre sans se laisser enfermer dans la peur ? Comment transformer une tragédie en un lieu de compréhension et de transmission universelle ? Pour en parler, je reçois une personnalité américaine en charge de la supervision des expositions, des collections et des programmes du Memorial Museum du 11 septembre de New York, un lieu qui conjugue mémoire, pédagogie et réflexion civique. Bonjour, Cliff Shanin. Bonjour Achille, je suis ravi d'être avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Cliff Shanin, vous êtes politologue de formation et journaliste, vice-président exécutif et directeur du musée mémorial du 11 septembre à New York. Fort de cette expérience d'ailleurs, vous avez contribué utilement à la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme français en apportant vos réflexions, j'en sais quelque chose, sur ce projet présidentiel. Nous avons d'ailleurs reçu dernièrement Henri Rousseau, il y a quelques mois, en sa qualité de président de cette mission de préfiguration. Alors vous êtes aussi l'auteur de nombreux travaux et documentaires consacrés à la compréhension de l'événement et à son impact mondial, notamment sur la mémoire, la culture et la démocratie. Alors pour commencer, Cliff Shanin, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous exposer en quelques chiffres, en quelques données, le Memorial Museum du 11 septembre, la superficie, la fréquentation du site, peut-être aussi son budget, osons. Bien sûr. Alors, le musée était inauguré en mai 2014 et donc ça fait presque 12 ans. Donc, tous les ans, nous recevons au minimum 2 400 000 visiteurs. Wow. Ça dépend évidemment de l'année, mais c'est quand même un taux d'affluence assez important. Ah oui, effectivement. La dimension du musée et du mémorial, parce que Oui. ils sont tous les deux liés. Le mémorial consiste à ce qu'on appelle en anglais, en américain, c'est mesure en acres, donc c'est 8 acres, donc ça veut dire 3-4 hectares, avec les deux grands bassins Oui. qui représentent le vide créé par l'effondrement des tours. Oui. Et autour de ces bassins sont inscrits les noms des victimes sur les parapets. Donc les victimes de New York, bien sûr, mais aussi de Washington et sur les 4 avions. Alors ça, c'est la place mémoriale. Donc en dessous de la place mémoriale, en fait, la place mémoriale est le toit du musée. C'est ça. Le musée consiste à peu près 11 000 mètres carrés. La plupart de ces mètres carrés Oui. se trouvent 7 étages en dessous de la place mémoriale parce que c'est là, à ce niveau-là, où la construction du World Trade Center a commencé. Et là, maintenant, c'est l'effondrement qui est terminé là, à ce niveau-là. Donc, on emmène nos visiteurs jusqu'au début de la construction des tours. C'est formidable, c'est impressionnant. Alors justement, à l'approche des 25 ans, après le 11 septembre, soit comme je le disais, un quart de siècle bientôt, comment percevez-vous encore aujourd'hui l'ampleur de cet événement sur la société américaine ? Évidemment, je crois qu'on était très, très touchés par l'événement. Moi, je suis New-Yorkais de souche. J'étais chez moi ce matin. J'ai vu, mais à travers la télévision, j'ai vu tout ce qui s'est passé et je me suis rendu compte instantanément que c'était une attaque contre nous, les New-Yorkais, les Américains, mais en plus contre l'humanité. Parce que c'était un événement d'un niveau d'inhumanité
qui est vraiment inconcevable pour les personnes normales, je dirais. Pour lequel les Américains n'avaient jamais été touchés sur leur sol à ce niveau, parce qu'il y avait déjà eu un attentat, je crois, dans les années 90, mais qui n'était pas de cette ampleur-là, naturellement. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et d'abord, il y avait quand même cette sensation de vulnérabilité, mais bien sûr, mais aussi, et je me souviens très bien de cette époque, l'idée de riposter. On ne savait pas comment immédiatement, mais c'était clair que c'était quelque part quelqu'un qui nous visait et il fallait répondre. Ah oui, donc effectivement, tout de suite, vous l'avez perçu comme étant, il va y avoir une réponse, ça c'est inéluctable, si je puis dire. Alors, au-delà des États-Unis, puisque vous le disiez, c'est à un niveau universel, mondial, le 11 septembre a eu des répercussions, comme je disais, mondiales. La sécurité, les relations internationales ont été aussi bouleversées, impactées directement. Il y a eu aussi une perception du terrorisme qui a évolué, effectivement, en tout cas dans son sens. Comment analysez-vous cet impact global aujourd'hui, 25 ans plus tard? Oui, c'est difficile. Je me rappelle de cette phrase de Zhou Enlai on lui avait demandé sa réaction dans les années 90 de la Révolution française. Et il a répondu, mais c'est trop tôt de savoir. Donc, 25 ans après, le 11 septembre, c'est encore difficile, mais on a quand même changé beaucoup de choses dans le monde. Évidemment, chez nous, aux États-Unis, on a vécu 2 guerres. Et maintenant, évidemment, dans ces pays touchés par la guerre, il y avait des pertes énormes. Et en plus de ça, il y avait cette question de vulnérabilité. Comment est-ce qu'on réagit à ça dans la société et vers l'étranger? Et donc, à mon avis, c'est toujours en train d'évoluer. C'est toujours en train d'évoluer 25 ans plus tard. On n'a pas encore pris toute la mesure, peut-être, on n'a pas suffisamment de recul. Mais effectivement, si on se réfère à la Révolution française, il va falloir qu'on attende encore un peu. Dans votre rôle de directeur, comment reliez-vous ces dimensions politiques internationales au travail muséal et éducatif que vous conduisez? Écoutez, au début, quand on a conçu le musée, c'était en fait inconcevable que les visiteurs n'auraient pas un souvenir de l'événement. Parce que c'est en fait tout de suite après. Mais 25 ans après, on se rend compte que aux États-Unis, 100 millions d'Américains sont nés depuis le 11 septembre. Donc ça a changé complètement notre mission parce que maintenant, c'est un événement de l'histoire et il faut bien apprendre à cette jeune génération, je parle de la génération américaine, mais c'est aussi la génération internationale, bien sûr. L'événement, son impact et son histoire. Et son histoire. Alors, oui, c'est très juste. Alors, le musée n'est pas seulement un lieu de recueillement, on le sait. Il accueille des débats, des expositions, des initiatives pédagogiques, je l'ai dit. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces programmes et aussi de leur portée? Oui, bien sûr. Alors, on fait évidemment des expositions. Et des expositions permanentes et temporaires. Mais pour parler franchement, les expositions coûtent très cher. Donc, c'est difficile de les changer, de les évoluer. D'accord. C'est tout un projet de refaire des grandes expositions. On va le faire, mais pour le moment, on a toujours cette même exposition avec laquelle on a lancé le musée. Mais nos programmes, nos discussions, nos débats dans l'auditorium du musée, c'est une façon de continuer le débat et les discussions autour des retombées, des résultats de cet événement. Par exemple, il y a un mois, on a eu un débat entre 2 anciennes hauts fonctionnaires de l'État américain sur ces 25 ans. Les résultats des guerres, les résultats pour les droits civils dans le pays. Donc c'était très intéressant, mais pour nous, c'est une façon d'avancer la conversation qui ne touche pas exactement au même rythme que les expositions. Mais les programmes éducatifs sont, à mon sens, peut-être les programmes les plus importants. Tous les ans,
pour l'anniversaire, nous tournons un nouveau film basé sur les interviews avec des personnes qui étaient complètement dans le 11 septembre. Et on disperse ça à travers le pays, à travers le monde entier. Oui. Et l'année dernière, on a eu 1 million d'étudiants qui faisaient partie de ce programme. Cette année, nous espérons, nous attendons encore plus parce que 25 ans, c'est 25 ans. Oui, effectivement, là, vous avez de quoi faire, mais vous disiez que 100 millions d'Américains étaient nés depuis Il y a combien la population américaine? 250 350, 360. Oui, donc un tiers de la population, pratiquement, oui. est né depuis, et peut-être un tiers aussi est morte. Enfin bon, Oui. effectivement, il y a j'allais dire, un turnover. Mais j'ajoute une chose aussi très intéressante, parce que ça parle de l'âge de nous tous, si vous voulez. Mais ce n'est que les étudiants qui ne se souviennent pas de l'événement. C'est aussi maintenant les jeunes instituteurs, institutrices, ceux qui doivent apprendre. C'est incroyable de voir ça, parce qu'eux aussi, ils doivent mieux connaître l'événement. Alors justement, Cliff Channing, est-ce que c'est dû au fait qu'ils veulent t'oublier, ils ne veulent pas que ce soit qu'on fasse une sorte de focale dessus, ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas la culture, et pourtant la culture américaine est très axée sur cet événement? C'est tout à fait axé sur cet événement, mais quand même, la mémoire n'est pas la même chose que l'histoire. Et donc pour eux, c'est au début, quand les enseignants ont emmené des classes au musée, et eux, les enseignants, étaient très touchés. C'était pour eux assez difficile comme visite. Mais ce qui leur a touché le plus, c'est que parmi les étudiants, ils n'ont pas vu de réaction émotionnelle. C'était pour eux l'histoire, même si pour les enseignants, c'était quand même la mémoire de l'événement. Oui, c'est ça. Et une mémoire un peu lointaine, donc ce qui fait qu'elle n'a pas la même portée que celle qui a été vécue par ceux qui étaient présents. Oui, je comprends bien la portée. Comment, Cliff Channing, les visiteurs étrangers, et notamment les Européens, j'en ai fait partie, il n'y a pas très longtemps, j'étais à New York, comment justement les Européens notamment perçoivent-ils le musée, et quelle différence remarquez-vous entre le regard américain et celui d'autres nations? Alors, c'est très intéressant parce que nous avons remarqué que la moitié de nos visiteurs viennent de l'étranger. Donc, à peu près 50%. Ça veut dire que c'était évidemment un événement à New York, aux États-Unis, mais c'était un événement qui a marqué le monde entier. Et l'affluence de ces visiteurs étrangers souligne cette réalité. Alors, on voit ça, et on voit ça parce que les réactions sont plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire que j'ai évoqué au début de notre conversation le fait que c'était un attentat contre l'humanité. Parce que si on voyait à travers la télé ce qui s'est passé à New York, on était instantanément touché au fort intérieur. Et donc, chez les gens, s'ils venaient de Texas ou de Paris ou de Tokyo ou de Nairobi, cette réaction est la même. Et on voit ça tous les jours au musée. Ah oui, mais d'ailleurs on le voit dans tous les sens. Moi j'ai eu l'occasion de pouvoir consulter un certain nombre de dessins produits par des Américains à l'occasion des attentats qui ont eu lieu en France en 2015, et qu'on avait récupéré à l'ambassade des États-Unis, et c'était manifeste. Il y avait ce sentiment qu'on fait tous partie nous sommes tous la même cible finalement, la cible parfois de l'Occident, en tout cas vis-à-vis de ces groupes terroristes. Vous vous rappelez bien sûr ce titre du Monde après le 11 septembre, nous sommes tous Américains. Exactement, nous sommes tous Américains, c'est exact. Vous avez évoqué, Cliff Channing, le rôle diplomatique implicite du musée. Est-ce qu'il contribue d'une certaine manière au dialogue entre les peuples frappés par le terrorisme, comme la France ou d'autres pays? Oui, c'est vrai que notre musée joue un rôle un peu inattendu pour nous. C'est-à-dire que le développement du musée
le processus à travers nous avons développé le musée Oui, intéresse beaucoup de gens à travers le monde qui sont qui font partie, d'un événement soit que de terroristes, de meurtres de masse, ou oui, même oui, de dommages naturels, si je oui, peux dire. oui, oui, Alors, ils viennent chez nous pour parler de comment on est arrivé à l'issue oui, de notre développement. oui, Et on n'a pas attendu ça, attendu ça. oui, On n'a pas attendu. Je recommence. oui, On n'a pas attendu ça, mais depuis, je dirais, une dizaine d'années, nous sommes impliqués dans le développement d'autres projets. Vous avez évoqué mon rôle dans la mission de préfiguration du Musée mémorial du terrorisme en France. oui. Ça date de 2018, par exemple. 2019, 19. 2019, oui. Alors, également, moi, mes collègues, font des consultations ou des échanges Oui, avec les gens d'Oslo qui montent un centre éducatif oui, sur les événements, l'attentat terroriste de 2011. oui, Donc, c'est quand même une communauté oui, internationale qui se crée oui. autour du problème de comment est-ce qu'on fait un mémorial, un musée autour d'un tel événement. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une question universelle puisque ça touche tous les pays et ces rapprochements avec Oslo, mais je pense qu'il y a également l'Espagne de tête, ça fait partie effectivement d'un travail commun dans lequel nous essayons tous de travailler sur le même sujet. Alors vous, le 11 septembre a généré aussi beaucoup de peur, il ne faut pas non plus qu'on l'ignore, mais aussi des élans de solidarité, il faut aussi le reconnaître. Comment parvenez-vous, vous, à raconter ces deux dimensions sans en minimiser aucune? Oui. Mais il faut d'abord reconnaître que c'est dans ce moment, on a vu le pire et le meilleur C'est de ça, l'humanité. c'est ça. Et malheureusement, c'est tout à fait lié, Oui, parce que, à mon sens, c'est le mal qui évoque le bon oui, et c'est le ça. bien. Oui, Et là, c'est quand même très, très touchant oui, de raconter au musée aux gens, ou dans nos expositions, ou dans nos programmes éducatifs, oui, les actions prises par les gens qui étaient, dans quelques exemples, très loin de l'événement, oui, mais qui sont venus tout de suite pour aider. oui. Et donc, ça date évidemment de l'événement, mais ça a continué depuis maintenant 25 ans. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on l'a remarqué pour les attentats qu'il y a eu en France, notamment sur la série des deux attentats Charlie Hebdo et le 13 novembre 2015, où là, effectivement, cette solidarité s'est manifestée, alors même on n'avait pas vraiment de raison de la soupçonner. Et est-ce qu'elle n'est pas née du 11 septembre 2001? Ça, ce serait une vraie question à poser aux chercheurs, finalement. Peut-être, mais moi, je crois que ça sort Ça naturellement sort de la naturellement. personne. Oui, je On pense. voit quelque chose qui fait mal. Ça fait mal de voir un événement Et on a pareil. tous, et on est tous capables de décrypter le mal quand on fait. Exactement. C'est ça. Alors avec le développement du numérique et de l'immersif, comment rendre accessible à des jeunes, notamment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui n'étaient pas nés en 2001, Ouais. l'impact profond de cet événement? Alors pour moi, c'est les récits des Oui, personnes touchées par l'événement. voilà. Par exemple, un pompier Oui. qui a quand même survécu l'effondrement des tours. Hmm, On en a plusieurs hmm, qui viennent parler aux jeunes étudiants, mhm. mais même c'est même encore très intéressant. Ils viennent raconter leur histoire pour les jeunes pompiers. Ah, Donc, toutes les classes oui, de pompiers en formation oui, de l'Académie du FTNY New York d'accord. viennent au musée pour ce programme. La Et police aussi? la police La aussi, police aussi. l'FBI. Et FBI. là, ils reçoivent le récit d'un collègue qui a vécu ça en direct, si vous voulez. Oui, oui, Et là, on voit l'impact de ça sur
ces jeunes aspirants. Oui, oui, c'est vrai que c'est très touchant. Enfin, dernière question, si je pourrais vous en poser encore de longues, mais à l'approche du 25e anniversaire, donc j'imagine que vous êtes très engagé sur ce sujet, quelles initiatives prépare le musée pour inscrire cette histoire dans une perspective mondiale et pour les générations futures? Nous préparons beaucoup de choses. Oui, Évidemment, c'est une année j'imagine que c'est une importante. année Ouais. charnière peut-être aussi, et Tout peut-être à pour vous fait, aussi. tout à fait, tout Oui, à fait. Euh, D'abord, il y aura ce programme éducatif qui s'appelle Digital Learning Experience et c'est disponible à travers notre réseau. d'accord, Donc, tout le monde peut y accéder. Alors, ça, c'est très important. Deuxièmement, nous aurons quelques expositions, nouvelles expositions, d'accord. qui approchent le problème ou les événements du 11 septembre d'une manière Mhm, différente. mhm. Évidemment, il y aura beaucoup de programmes, beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Et je crois que, comme je me souviens bien, le 20e anniversaire de Oui, l'événement, oui, le monde s'est tourné vers nous. oui. Et alors, je crois que ça serait même plus fort cette année. D'accord, donc vous voyez un encouragement à inviter les Français, en tout cas les peuples étrangers, à aller voir cette exposition le 11 septembre, ces cérémonies, mais tout au long de l'année. Pour ma part, j'y étais il y a de cela, je crois, 2 mois, et vraiment, j'ai pu voir quelque chose de formidable, très touchant, et il y avait de l'humanité qui transpirait, j'allais dire, à fond. Merci beaucoup, Clifford Channing, pour cet échange à la fois profond mais aussi éclairant. Votre humanité, vous l'avez exprimé aussi là. Et un grand merci aussi pour votre effort aussi à parler notre langue sans le moindre accent, je tiens à le rappeler. Je rappelle que vous êtes américain quand même. Je suis toujours impressionné. À travers vos mots, on comprend que le 11 septembre n'appartient pas seulement à l'histoire des États-Unis, hein, mais à la mémoire du monde, hein. La France est également concernée. Le musée que vous dirigez depuis pas mal d'années ne se contente pas de conserver les traces, car il réunit des voix, des visages, des récits aussi, pour faire dialoguer la douleur, mais aussi l'espérance. Alors, faire nation, c'est aussi cela, refuser que la peur ou la vengeance dicte nos récits et croire encore au pouvoir du souvenir partagé pour rassembler les consciences. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nouvelles Voix et toujours la même envie, comprendre ensemble ce qui nous relie. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci.